et 1. Valérie, bonjour. Bonjour Aurore. Bien alors, on se retrouve cette semaine, donc on est lundi 9 décembre 2019 pour la réalisation d'un autre cycle d'investigation dont tu ne connais pas non plus le titre, Non, du tout. ni le contenu. Non, Ça va de soi. Ok. Prête? prête. Bien. J'enlève les lunettes. Bien alors avant de commencer, comme on a l'habitude de le faire toutes les deux, si tu veux prendre une profonde, très profonde inspiration. Bien, je vais simplement compter à l'envers, Valérie, de 5 à 1. Et toi, tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. Ça. Dans le cadre de ce protocole, Valérie, je vais t'emmener dans un endroit. Un site même. Ainsi, tu peux prendre une position en hauteur, comme on a l'habitude de le faire. Et c'est vers l'Angleterre que je te demande d'aller. Un endroit qui se nomme le Wiltshire, la ville Amesbury, dans la plaine de Salisbury. Place-toi au-dessus de ce site. Oui, là, je voyais, j'étais assez éloignée de la Terre et je suis revenue de plus en plus proche vers l'Angleterre. Et là, je vois un paysage. Mm. Bien. Observe ce que tu vois sur le plan physique. D'abord. Bah, tout de suite, ce que j'ai vu des pierres. J'ai vu un site où il y avait des pierres. Et je vois aussi, c'est un petit village, je vois des maisons, mais c'est très dispersé, quoi. Les maisons sont assez dispersées. Tu vas observer et décrire maintenant ce que tu vois sur le plan des énergies.
Valérie? Alors, tout de suite, au niveau énergie, je sens quelque chose qui est assez opprimant parce que je sais pas si c'est vraiment opprimant, mais je sens que j'ai la tête qui est comme comprimée. Donc, je sens quelque chose qui est assez fort. Euh, je vois aussi, il y a des vortex. C'est ce que je vois au niveau du sol. Je vois Bien, plusieurs vortex. plusieurs vortex. Oui. Valérie, bienvenue à Stonehenge. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte, tu vas remonter le temps. Remonter le temps jusqu'au moment où ce monument a été construit. 1, 2, 3. Oui, je vois, il y a comme un espèce de conseil des anciens qui est sur place et qui dirige quelque part une cérémonie en même temps la mise en place de pierres, de ces pierres. Est-ce que tu peux dater l'époque de servant de ce que tu vois? Je dirais, je vois 432 par là. Je vois vraiment ça de loin. 432, c'est ce que je vois. Bien. Qui vivait dans ces lieux si quelqu'un y vit? Ce que je vois, ça me fait penser à des personnes qui étaient, je dirais, dans la magie, dans l'ésotérisme déjà. Je vois, il y a il y a des hommes, beaucoup. Il y a quelques femmes, mais finalement très peu. Il y a beaucoup d'hommes. Mhm. Et ils sont en lien avec le ciel. C'est ce que je vois. Il y a vraiment ce lien avec le ciel qui est présent. En lien avec le ciel, tu dis? Oui, avec le ciel, avec. Alors, je vois l'astrologie, mais il n'y a pas que l'astrologie. C'est comme s'ils avaient des liens, des dialogues avec certaines peuplades venant du ciel. Ok, bien. Parmi les individus que tu es en train de voir, j'aimerais que tu trouves quelqu'un qui est responsable de la construction du monument et que tu lui demandes mentalement si nous pouvons lui parler directement à travers une canalisation. Alors, j'ai une personne, c'est un homme. J'entends son nom, c'est Édouard, et il me dit qu'il veut bien répondre à nos questions. Bien, est-ce que tu es d'accord pour le canaliser, Valérie? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec lui. Édouard, Oui, bonjour. comment est-ce que tu vas? Je vais bien, merci. Peux-tu me donner ton nom et ton prénom complet? Édouard McBurry. Bien. Peux-tu me dire en quelle période, en quelle année tu es? Je suis en 562. Comment s'appellent les habitants de cet endroit? Il n'y a pas de nom à ces habitants. D'où Nous sommes venez-vous? juste Nous venons de cette terre qui nous a nourris, construits. Quand tu parles de cette Terre, tu parles de la planète Terre, celle des Oui, humains? oui. Peux-tu me dire pourquoi vous avez l'intention de construire cette structure? C'est une opportunité pour tout ce qui est futur de construire cette structure. Cela permet de canaliser des énergies très puissantes.
Qui t'a enseigné ce savoir? Il m'a été enseigné par mes ancêtres, mes aïeuls, mais également des êtres venus d'ailleurs. Des êtres venus d'ailleurs, tu dis? Oui. Peux-tu me parler de ces êtres? Les as-tu toi-même rencontrés? Non, je les ai pas personnellement rencontrés, mais mes ancêtres, oui. Qu'ont-ils raconté sur ces êtres venus d'ailleurs? Ils ont dit qu'ils venaient d'un bateau venant du ciel. Et ils sont venus nous apporter un savoir que nous devions propager et utiliser. Tes ancêtres ont-ils propagé ce savoir? Très peu. Il a été transmis de génération en génération, mais il est très peu propagé. Car il ne faut pas qu'il tombe entre les mains de tous. Il faut être averti pour pouvoir utiliser. Qui décide que le moment est venu, le moment de la construction du site? Autrement dit, pourquoi ce moment et pas un autre? Parce qu'il était propice dans le cycle de la Terre. La Terre était d'accord aussi pour cela. Tu disais qu'elle pouvait stocker de nombreuses énergies, cette structure, c'est bien ça? Oui, Mais quelle est son utilisation principale? la communication La communication. avec ces êtres venus d'ailleurs. Et aussi l'utilisation pour nous en tant qu'êtres humains, de pouvoir utiliser ces énergies afin de les lier à notre pouvoir et nous rendre forts et nous permettre d'accéder à d'autres dimensions. Qui a besoin de ce canal de communication, eux ou vous, êtres humains? Je dirais que nous cherchons toujours à communiquer autrement, nous, êtres humains, car c'est important aussi pour pouvoir élargir notre vision de ce qui est réellement. Et ils ont aussi besoin, eux, qu'on puisse ouvrir ces vortex lorsque le temps est là pour eux de venir également. Cette structure, Édouard, a-t-elle un nom? Le cercle sacré de pierre. Existe-t-il un projet concret pour cette construction? La seule chose que je peux dire, c'est que cela est important. Et est-ce que tu as vu les plans? Est-ce que tu les as dessinés même? Je n'ai pas dessiné ces plans, je les ai vus parce qu'il fallait le mettre en place. Qui te les a enseignés, ces plans? Mes ancêtres. Peux-tu me dire à quoi ça ressemble? C'est un alignement circulaire de pierre. Et cette énergie, les énergies de cette pierre en lien avec l'énergie de la terre et celle du ciel, forment des vortex. Il ne s'agit que de pierre, n'est-ce pas? Rien d'autre. Non, ce sont juste de pierres alliées à la terre et au ciel. Le fait que ces pierres soient disposées et alignées ainsi, est-ce qu'il y a un réel sens derrière cet alignement? Bien sûr, elles sont liées les unes aux autres en résonance aussi avec la terre et visibles aussi du ciel. Il faut que ce soit visible du ciel? Oui, Pourquoi cela? c'est important, c'est comme un codage. Qui doit C'est être comme un visible codage du ciel. qui doit être visible du ciel. Ok, bien.
Édouard, merci pour ces informations. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, Oui. déconnecte. Déconnecté. Complètement. Définitivement déconnecté. Oui, ça y est. Une profonde inspiration. Bien. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Ok. Alors continuons. Un archéologue du nom de Mike Parker Pearson a découvert à environ 2 kilomètres du cercle de pierre des milliers de maisons. De quelle époque ces maisons datent-elles? Elles ont été construites quand la structure a été construite également. C'était intéressant dans le rayonnement de ces pierres, en fait, de pouvoir construire ces maisons-là aussi. Donc ces gens ont voulu se rapprocher parce que il y Oui, avait ce rayonnement, tu dis? oui, Qui oui. vivait dans ces maisons? Ce que je vois, c'est qu'il y avait des gens qui venaient de partout, des alentours qui venaient de partout. C'était comme une attraction à l'époque qui était assez importante, en effet. Donc de partout, donc pas forcément d'Angleterre. Pas forcément d'Angleterre, mais c'était très connu et les gens venaient à, à cet endroit parce qu'il y avait des bénéfices, en tout cas pour eux, au niveau santé, au niveau aussi évolution, savoir, dans un certain savoir qui était transmis. Mhm. Cette colonie, on va l'appeler ainsi, c'est-à-dire ce regroupement de maisons, Oui. était-elle connectée à d'autres installations dans la même région? Je vois que il y a ça fait comme un lémiscate qui se dessine et il y a une boucle qui est quand même plus importante que l'autre. Mhm. Et en effet, ça prend d'autres régions. Oui, Ça prend d'autres régions. oui. Mais est-ce qu'il y a un sens dans ces connexions? Que ce soit avec, tu parlais de rayonnement avec le site même. Oui, oui. Il y a vraiment comme je dirais une espèce d'harmonie dans la connexion entre tous ces sites hein, qui crée vraiment, ça crée quand même une hausse énergétique de tout cet endroit en tout cas. Ok, bien. Ouais. Maintenant, j'aimerais que tu laisses de côté ce site-là et qu'on se dirige vers un autre cercle. Mm. Cette fois, Valérie, un cercle de bois. Un cercle de bois qu'on a appelé Woodhenge, identifié en 1925 et situé seulement à 3 kilomètres au nord-est de Stonehenge. J'aimerais que tu observes ce cercle de bois sur le plan physique. Tu me dis comment est-ce que tu le vois? Bah écoute, ce que je vois, ce que je vois, c'est des arbres. Je vois des arbres qui sont assez feuillus. Et ce que je vois, c'est que ça crée aussi un vortex, mais qui est plus élevé, qui est au-dessus, je dirais, de la Terre que Stonehenge, c'est plus vers le bas. C'est ce que je vois. C'est un peu comme si c'était en opposition, en fait. L'organisation est la même, on retrouve un mouvement circulaire ou c'est différent? Oui, c'est aussi circulaire. C'est ce que je vois, ouais. Donc au niveau énergétique, tu notes une différence avec Stonehenge. Oui, Stonehenge, c'est plus tellurique bas, quoi, vers le bas, que là, c'est plus vers le haut. Ce que je vois Alors comme qu'Edouard énergie. prétendait que justement Mm. ce site devait aider à créer une communication avec.
par-delà le Avec- ciel. Oui, oui. Mhm. Quelle était la fonction de ce Woodhenge? Ce que je vois, c'est que c'était plus relié, moi, ce que je vois, c'était plus relié à tout ce qui est, comment dire, être de la nature, tout ça. Il y a Mhm. plus des choses dans ce sens-là, et c'est relié aussi en même temps à ces personnes qui étaient avec leur savoir et il y a vraiment une reliance aussi entre le ciel et la terre hein, à cet endroit-là, mais différemment. De quelle époque date cet endroit? Là, c'est beaucoup plus récent. Par contre, je vois 1800 et quelque chose. Qui l'a C'est construit? vraiment... Ce que je vois, c'est que ce sont on dirait des châtelains, quoi, quelque chose qui sera en lien avec ça. Ce sont des châtelains, mais qui avaient aussi comme un espèce de patrimoine, hein, qui avait hérité de certains savoirs, je dirais, et qui ont fait ces arbres-là, en tout cas. À l'intérieur de ce cercle de bois, une sépulture d'enfant a été trouvée. Pourquoi le corps de l'enfant était-il à l'intérieur de ce cercle? C'est pour lui pour permettre à son âme de monter, en fait, c'est ce que je vois. En même temps, c'était une place vraiment privilégiée pour lui, parce que l'enfant était quelqu'un de précieux, je dirais. Et c'était vraiment pour aider son âme à monter. Pression, quel sens? Quel type d'informations te parviennent déjà sur l'enfant? L'enfant, c'est au niveau précieux, c'est parce que il était considéré comme ça par sa rareté, je dirais. On voyait en lui quelqu'un de particulier, en tout cas, qui pouvait avoir des perceptions, en tout cas, particulières et pas très conventionnelles, c'est ce que j'entends, en tout cas. Ouais. La mort de cet enfant, est-ce qu'elle était naturelle? Oui, elle était naturelle. Oui. Maintenant, j'aimerais toujours sur ce site, ce Woodhenge, que tu remontes le temps et qu'on aille au moment de l'enterrement sur le plan physique. Alors, je vois il y a aussi une assemblée qui est tout autour, en fait, de lui. Et, et ils sont là, je sais pas il y a des espèces de prières, quoi. On pourrait dire que ce qui me vient plus, c'est plus incantation, en fait. C'est vraiment plus ça. Et ce que je vois, c'est qu'il y a eu des choses aussi qui ont été détournées pour euh, des pratiques plutôt magie noire, les trucs comme ça aussi. Je vois que ça a été utilisé pour ça. Mais directement Mais, au moment de l'enterrement, ces mais incantations, cette magie non, noire? non, cette magie noire, elle est venue après, mais elle n'est pas venue tout de suite. En fait, c'est comme si certaines personnes voulaient détourner les énergies de ce site pour les utiliser à des fins noires, plus. Ok. Ouais. J'aimerais que tu t'adresses télépathiquement à l'une des personnes présentes durant cet enterrement. Ouais, je vois une femme qui se présente là. Ouais. Demande-lui si elle sait pourquoi elle est là. Elle me dit oui, nous accompagnons cet enfant dans sa dernière demeure. Pourquoi cette âme doit être placée là, doit être capable d'ascensionner? Pourquoi celle-là? Parce qu'il est perçu comme quelqu'un de particulier, comme si c'était quelqu'un qui détenait
un certain savoir, une certaine sagesse. Ça me fait penser aussi à ce qu'on voit de Jésus. Ça me fait penser aussi, lui, qu'il était un peu, pas considéré comme Jésus, mais un peu dans cet ordre-là en tout cas. Quelque chose N'aurait-il de... pas pu ascensionner dans un cimetière, dans un autre endroit plus banal? Non, parce que l'énergie est différente dans cet endroit. Ok. Maintenant, déconnecte-toi de cette femme et tu vas regarder, Valérie, la même scène, le même enterrement, mais cette fois sur le plan des énergies. Regarde. Alors, ce que je vois, c'est que ce qui se dessine, c'est ce vortex. Il est de couleur rose, euh, avec des espèces de particules dorées dedans. Et pour cette âme, c'est comme un escalier. Ce que je vois, c'est comme s'il il montait vraiment dans un escalier et il suit cette espèce de spirale. Et ça le projette directement, ça fait comme une espèce d'étincelle de lumière et ça le projette directement au niveau du ciel. Simplement, grâce ou à cause des énergies présentes dans ce cercle, encouragé par les énergies humaines, comment est-ce qu'il ascensionne? Comment est-ce qu'il part là-haut? Ce que je vois, c'est que c'est grâce à l'amour en fait qui est sur et l'amour mélangé, je dirais, à ces fortes énergies, ça crée un vortex qui ouvre sur d'autres dimensions. Je dirais c'est plutôt ça. Et, euh, et ce que je vois, c'est que tout de suite, on me fait voir, comment dire, l'arbre séraphinique. Euh, et je vois que ça part directement du bas vers le haut et ça passe pas par les différentes étapes sur le côté. Ok, Ça part directement haut. bien. Maintenant, je te demande de te déconnecter de ce passé. Tu vas revenir dans le présent, reprendre une position en hauteur sur l'ensemble de ces structures. Regarde dans le présent ces structures sur le plan énergétique. Et dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vois. Aujourd'hui, ce que je sens, bah, je ressens la même pression que j'avais tout à l'heure au niveau de la tête. Là, je ressens la même pression. Et je dirais que par rapport à cette époque, il y a des énergies qui ont été détournées pour des choses puissantes, mais plutôt sombres, en tout cas. Sur place, il reste encore une source d'énergie ou c'est plutôt latent ou plutôt absent? Il y a encore des choses, mais c'est pas du tout comme c'était à l'origine. C'est pas du tout la même chose. Et ça vibre plutôt bas par rapport à ce que c'était avant, quoi. Est-ce que c'est lié à la fréquence de la planète ou à une énergie détournée par des consciences humaines ou non humaines? Non, ça a été détourné vraiment par des consciences humaines et non humaines aussi. Et là, ce qui me vient tout de suite, c'est nos amis, tout ce qui est reptiloïdes et tout ça. Pourquoi ces C'est entités et pourquoi ces consciences humaines chercheraient-elles à tourner autour de ce site? Leur but à elles, ce serait quoi? c'est de fermer ce site, c'est de le fermer, de le rendre complètement Hermétique. inoffensif pour eux, en tout cas. Ouais, hermétique à tous. Mm. Ça sous-entend qu'ils craignent ce qui peut traverser le... Ouais, ouais. Ok, bien. Valérie, déconnecte-toi. Ouais. Je vais compter de 1 à 3 comme on a l'habitude de le faire. À 3, tu seras parfaitement déconnecté, pleinement de retour dans notre présent.
À 1, Valérie, tu es complètement déconnectée de tous et de tout. Déconnectée. Tout est en blanc, retour de tes propres informations, tes fréquences, que tu vas pas pouvoir, moduler à souhait dans ton corps. Élever tes fréquences à un niveau idéal, une émotion que tu aimes expérimenter dans chaque particule de toi. À 2, Valérie, il est temps de te réapproprier ton corps physique. Tu peux commencer à bouger les mains, à bouger les pieds, tout en continuant de sentir cette fantastique énergie, ton énergie, dans ton corps. Et à 3, bienvenue dans le présent, Valérie. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Okay. Parfaitement bien. Bien. J'arrête l'enregistrement. Valérie, merci pour ta participation. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra,
No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no?
ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene
a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi,
quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.